Bonjour à tous. Oui, j'ai l'habitude effectivement, j'ai dû participer à 2-3 reprises à cette belle journée et j'ai l'habitude que Bernard me place à 14h30 après le repas pour essayer de... Donc bon, je sais, je connais le défi, mais je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec des petites télécommandes qui vont vous permettre de participer, voilà, à un quiz qui va être présenté. Donc je m'appelle Frédéric Thiebaud, je travaille donc pour le service espace maritime ex-observatoire marin de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Donc l'idée effectivement c'est un peu aujourd'hui en 45 minutes je crois de questionner notre rapport aux plages, notre relation aux plages en Méditerranée, nos représentations. Et voilà, donc c'est très ludique, les questions sont assez faciles, vous aurez presque tout juste pour les meilleurs. Et l'idée des petits boîtiers, c'est justement de participer, ce qui ne vous empêche pas bien sûr de participer également en posant des questions, hein, n'hésitez pas. Et puis ça permet à la fin de savoir qui a le mieux répondu. Donc une présentation assez simple, c'est quand même un sujet sérieux, puisqu'il s'agit de nos plages, et je suppose que vous êtes attachés aux plages comme... en tant que habitant ou visiteur de notre littoral. Donc on va un petit peu se poser des questions sur ce qui se passe sur nos plages. Alors on va se mettre tout de suite dans le bain avec une première question interactive qui est juste après celle-ci. Ça veut dire que vous pouvez appuyer sur... Alors vous n'en avez pas, mais ça veut dire que pour ceux qui ont un boîtier, c'est interactif parce que vous allez pouvoir choisir une réponse parmi celles qui sont proposées. Alors voyez comment ça se compose. Vous avez ici la question, vous avez ici le compteur de temps, vous avez ici les propositions. Donc selon vous, c'est une question pour vous interpeller un petit peu, hein. Selon vous, laquelle de ces photographies a été prise en Méditerranée? La première, la seconde ou aucune des deux? Attention, je lance le vote. Maintenant, vous pouvez voter. Vous appuyez sur la touche qui vous semble correspondre à la bonne réponse. Alors vous êtes un peu loin, peut-être au fond de la salle. Selon vous, laquelle de ces photographies a été prise en Méditerranée? La première, petit 1, la seconde, petit 2, ou la troisième, aucune des deux. Alors la bonne réponse va s'afficher avec la coche, c'est la 2. Alors voilà, cette question n'était pas très compliquée, hein, mais qu'est-ce que j'essaie de vous montrer par là? J'essaie de vous montrer que... Est-ce que vous avez reconnu l'endroit où a été prise la photo du bas? Sainte-Maxime. Perdu. C'est pas très loin, mais c'est pas sur le territoire intercommunal. Saint-Raphaël. Ah, on s'approche. On n'est pas à Cavalière. C'est la plage du centre-ville du Lavandou. Mais ça aurait pu être effectivement sur une des plages de l'intercommunalité. Pourquoi cette question? Je trouvais que le parallèle était intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance, et ça date pas d'hier, à vendre la Méditerranée avec ces plages de sable blanc immaculées, le soleil, la baignade, etc. Mais sur ce genre d'images anciennes ou actuelles, encore aujourd'hui, on voit pas beaucoup de laisse de mer en général. Pourtant, une plage en Méditerranée, c'est ça, d'accord? Alors ça, c'est un sondage, c'est pas une question qui va vous rapporter des points, c'est juste pour savoir ce que vous en pensez. Imaginez, vous arrivez dans votre lieu de vacances et vous découvrez la plage qui est au pied du logement que vous allez utiliser pendant les vacances. Quelle est votre première réaction? Vous voyez cette plage avec tout ce qu'il y a dessus. Est-ce que vous êtes indifférent à cette plage? C'est la proposition 1. Est-ce que vous êtes séduit par le caractère naturel des lieux? Proposition 2. Ou est-ce que vous préféreriez une plage de sable immaculée et vous aimeriez bien tout de même que la municipalité fasse un effort de nettoyage pour les usagers? C'est inadmissible cette plage. Alors là, vous appuyez simplement sur la réponse que vous souhaitez et le sondage va s'afficher à la fin. C'est aussi l'intérêt de ces petits boîtiers de vote, c'est qu'on peut faire réagir la salle. Donc la très grande majorité des participants dans cette salle estiment que cette plage au caractère naturel leur convient, et j'en suis ravi, évidemment. La plage, un endroit récréatif certes, mais est-ce aussi un milieu vivant? Oui, bien sûr. Peut-être avez-vous déjà croisé cet habitant discret. On l'appelle communément la puce de mer. Est-ce que vous savez pourquoi?
Parce qu'elle pique, proposition 1. Parce qu'elle saute, proposition 2. À cause de sa petite taille, proposition 3. Allez, je lance le vote et je vous laisse choisir. Le talitre ou la puce de mer. Alors on n'en voit pas partout, hein. Vous en voyez sur vos plages? On va voir ça sur les plages, donc c'est bien parce qu'elles sautent. Et on va en trouver sur des plages qui ne sont pas trop remaniées, sur des plages qui ne sont pas trop nettoyées mécaniquement, sur des plages où on laisse justement des éléments naturels et où on ne déstructure pas trop le sable. Ce crustacé, c'est un crustacé. Alors, il a la particularité de pouvoir s'extraire un petit peu du milieu aquatique, mais il n'en est jamais très loin. Il est dans la partie humide de la plage. Ce crustacé se nourrit dans la laisse de mer et il intervient dans la décomposition de la matière organique. C'est un détritivore. Il va donc dégrader cette matière qui arrive. À son tour, il peut servir de repas aux oiseaux, proposition 1, aux insectes de l'arrière-plage, proposition 2, aux poissons, proposition 3. Si vous pensez qu'il y a plusieurs bonnes réponses, n'oubliez pas de valider par OK à la fin. Allez, je lance le vote. Bon, en même temps, je donne quelques petites indications. Alors, il y avait deux bonnes réponses, la 1 et la 3. Alors, pourquoi pas les insectes de l'arrière-plage? On est quand même vraiment, encore une fois, vraiment sur la partie humide de la plage, en bas de plage. J'essaie de vous donner des indices au fur et à mesure. Le petit schéma qui résume la situation, vous avez la laisse de mer, donc un apport de matière organique brute sur le bas de plage, déposé par la mer. Donc, ces talitres, ces détritivores qui vont décomposer, qui vont à leur tour s'intégrer dans une chaîne alimentaire puisqu'ils seront consommés par d'autres animaux, donc les oiseaux ou les poissons, mais surtout leur rôle ça va être de dégrader cette matière et de la mettre en circulation à la fois pour le phytoplancton, le développement de plancton végétal en mer, mais aussi pour les plantes de l'arrière-plage. Donc tout cet apport qui arrive sur le rivage, il est très important pour la végétation donc d'arrière-plage qu'on appelle la végétation annuelle de laisse de mer. Ces formations végétales qui se développent donc sur le haut de plage, on parle bien d'un fonctionnement naturel, hein, encore une fois ici, ces formations végétales contribuent au maintien des plages contre l'érosion. Vous savez, l'érosion, c'est un gros problème qu'on a un petit peu sur toutes les plages du monde et qui malheureusement n'est pas près de se régler, mais il y a quand même des facteurs naturels qui permettent de ralentir ces phénomènes d'érosion. Est-ce qu'on parle d'érosion marine, d'érosion éolienne ou d'érosion liée au piétinement, à votre avis? Donc là aussi, je lance le vote. Vous pouvez choisir différentes réponses. À quoi peut servir cette formation végétale par rapport à l'érosion? Là, vous avez l'Euphorbe peplis à gauche et l'échinophore épineuse à droite. D'ailleurs, on voit bien sur la photo de droite à quel point, donc là on voit les laisses de mer qui arrivent sur le sable et cette frange, cette accumulation, un endroit où il y a également la végétation qui se développe et qui bloque un petit peu ce qui se passe, qui bloque l'érosion. Et en fait on peut parler de ces trois types d'érosion là, en l'occurrence. Donc 3 points à gagner pour ceux qui ont appuyé sur les 3 touches. Alors dans la végétation annuelle de laisse de mer ou dans la végétation de haut de plage, on a énormément d'espèces protégées. Pour une bonne et simple raison que le littoral, c'est quand même un espace relativement restreint. C'est de la rencontre entre la terre et la mer, donc on n'est pas sur des espaces très vastes, on est sur un linéaire assez restreint, et en plus, comme vous le savez, un linéaire qui est quand même très artificialisé, qui est très aménagé. Et même quand on est sur une plage naturelle, il peut y avoir un fonctionnement de plage qui soit perturbé par les activités humaines. Donc c'est finalement des espaces très sensibles, avec beaucoup d'espèces qui sont adaptés à ces milieux, mais qui sont devenus rares. Le chardon bleu des dunes, en bas à gauche, qui a donné son emblème dont la fleur, sert d'emblème au conservatoire du littoral. C'est pour ça que j'ai mis le petit logo en bas à gauche de la photo. Ou le lys de mer, cette fameuse fleur si belle qui fleurit vers le mois de juin, et qui est également une espèce protégée. Ne vous avisez pas à faire un bouquet de lys de mer quand vous baladez au bord de la mer, au Cap Taya ou ailleurs.
Ces laisses de mer forment un rempart contre l'érosion et piègent le sable. Elles peuvent s'accumuler sur le rivage en banquettes, comme sur la photo. Ces banquettes sont constituées essentiellement d'algues, proposition 1, de restes de posidonie, proposition 2, ou de bois flotté, proposition 3. Le vote est lancé. Ça va pour tout le monde, le fonctionnement des boîtiers? C'est tout bon? Vous suivez? Bon, là, il y a une petite subtilité ou un petit piège. Je vois qu'il y a des sourires dans la salle. Ce ne sont pas des algues, d'accord? Ce sont des restes de posidonie. La posidonie n'étant pas une algue, mais une plante marine, une plante à fleurs. Alors, il fallait bien noter le essentiellement, hein, la grosse masse, la grosse quantité de cette matière échouée, ça vient de la posidonie. Et on va en parler longuement, puisque c'est un petit peu le cœur de notre métier de protéger la posidonie, qu'elle soit en mer ou sur les plages, et d'en parler pour impliquer un maximum de monde. Donc voilà ces banquettes que, vu de près, hein, cet enchevêtrement de feuilles, de rhizomes, avec aussi du sable, c'est vraiment le millefeuille de la banquette sur le rivage. Et selon vous, quelle hauteur maximale peut atteindre l'accumulation de feuilles de posidonie sous forme de banquette? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à 50 cm, proposition 1, jusqu'à 1 mètre, proposition 2, ou jusqu'à 4 mètres, proposition 3? Je lance le vote. En Méditerranée, oui. Déjà là, on est au Salins, à côté des Salins à Saint-Tropez, et on a déjà, alors on voit pas, il n'y a pas de personnage sur la photo pour donner l'échelle, mais on a déjà 2,50 m. Donc on peut aller jusqu'à 4 mètres, dans des conditions, des situations vraiment extrêmes. 4 mètres de hauteur d'épaisseur de banquette. Comment? De l'homme aussi, parce que quand il nettoie la plage, je pense qu'il repousse aussi au fond. Alors effectivement, quand les plages sont... Alors, pas sur une configuration comme ça. Là, on est vraiment en bord de mer. Et si vous allez aujourd'hui, alors je ne suis pas allé les voir depuis quelques temps, mais si vous allez aujourd'hui au Salins et que vous êtes... en fait, quand on est au Salins à Saint-Tropez, on est plein est, donc on est face à un immense herbier. C'est un des endroits où l'herbier est le plus grand sur notre territoire. Et puis on est face aux tempêtes d'Est, donc quand ça tape, ça en arrache beaucoup et ça vient en accumuler beaucoup au même endroit. Donc naturellement, on a vraiment sur le front de mer, sur le rivage, on a vraiment des hauteurs importantes. Après, il est vrai que la gestion des plages, alors il y a quasiment autant de façons de gérer une plage qu'il y a de communes, hein, sur notre secteur et même ailleurs. Donc la posidonie, sur cette plage des Salins, elle est effectivement enlevée à la belle saison, mais elle n'est pas mise très loin, puisqu'elle est mise en haut de plage sous forme de tas qui peuvent être assez imposants, effectivement. Mais là on parle bien des accumulations naturelles. Donc voilà un petit schéma pour résumer ce qu'on a dit, hein. On a ici la posidonie qui s'échoue en bas de plage avec les tempêtes et qui va former des banquettes. Cette posidonie qui va se déplacer avec le vent est en partie dégradée par l'action des décomposeurs vers le haut de plage pour apporter ces médias organiques et permettre le développement d'une végétation dunaire qui fixe le sable, qui édifie les dunes, qui augmente la taille des dunes petit à petit. Comme le font les ganivelles qu'on met artificiellement, mais c'est le même principe, hein. Les ganivelles, c'est barrières de châtaigniers qui sont plantées en haut des plages. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, limiter l'érosion par le piétinement, puisqu'on canalise le cheminement des gens. C'est couper le vent pour que le sable tombe derrière la ganivelle et édifie la dune, etc. Donc voilà, une plage naturelle, c'est ça. Et alors, voilà, plage naturelle. Qui n'aime pas aller se baigner sur l'isthme de Thaya? Et pourtant, il y a de la posidonie sur l'isthme de Thaya. Voilà, surtout côté Ramatuelle, c'est vrai. C'est vrai, mais regardez, ici, on est côté Croix-Valmer. On est côté Croix-Valmer, là, et là, vous avez l'isthme de Thaya au printemps. Vous voyez, regardez bien où est la banquette. Elle est en bas de plage, d'accord? Il y en a quand même beaucoup. Sans intervention humaine, regardez ce qui se passe l'été. La banquette, la posidonie, elle a été poussée. Elle a été poussée plutôt plus haut sur la plage, et le rivage, naturellement, sans intervention de machine,
le rivage est beaucoup plus libre de banquettes et beaucoup plus libre de feuilles de posidonie. Et effectivement, là on voit donc les usages estivaux sur l'isthme et en mer. Donc naturellement, il y a quand même déjà un cycle qui fait bouger la banquette et les feuilles de posidonie et les laisses de mer en général. On va parler un peu plus de la posidonie maintenant, sous la mer. Cette forêt sous-marine, j'ai lu il y a quelques jours une expression qui m'a plu, la mégalopole sous-marine. C'est vrai qu'on peut imaginer une immense ville, une immense forêt, avec des milliers d'espèces qui vivent à l'intérieur. Donc c'est un herbier qui abrite plus de 400 espèces d'algues et plusieurs milliers d'espèces animales. À votre avis, cet herbier de Posidonie, en Méditerranée, est-ce qu'il recouvre 1% des fonds du bassin méditerranéen, 10% des fonds ou 20% des fonds? Environ, hein. Jusqu'à quelle profondeur il peut s'exprimer? Jusqu'à quelle profondeur on trouve des Posidonies? Ça fait un petit indice jusqu'à 40 mètres à peu près, maximum 40 mètres. Chez nous, le record, je crois qu'il est à 37 du côté du Cap Taïa, justement. Et donc c'est bien 1%, parce qu'effectivement s'il y a des gens qui plongent, qui naviguent dans la salle, vous savez très bien qu'en Méditerranée les côtes sont accords, en tout cas sur notre secteur, donc ça veut dire que les profondeurs sont rapidement importantes, et si on regarde ça sur une carte, ça donne ça. Là vous reconnaissez le trait de côte, les communes qui composent la communauté de communes, et en vert, la répartition ou l'emprise de l'herbier de Posidonie. Donc vous voyez que c'est finalement, quand on dézoome un petit peu, quand on s'écarte et qu'on voit ce qui est au fond de la mer avec ce genre de carte, on se rend compte que c'est une ceinture verte, un bandeau vert près des côtes. C'est sous, ça ne va pas très loin. Et pourtant, dans la Posidonie, à l'échelle de la vie en Méditerranée, c'est 25% des espèces qui dépendent de cet écosystème. Donc c'est vraiment l'endroit le plus riche en Méditerranée, clairement. Et comme c'est l'endroit le plus proche des côtes aussi, c'est aussi un des endroits soumis au plus de pression. Pression de mouillage, pression de la qualité des eaux, etc. Donc c'est pour ça, encore une fois, que c'est un enjeu majeur, et à la fois en mer et à terre quand elle est sous forme de banquette. Et là on constate, comme je le disais tout à l'heure, face à Saint-Tropez et à la plage des Salins, l'étendue de l'herbier de Posidonie qui est beaucoup plus, un peu plus vaste qu'ailleurs. Voilà, vu de près, une illustration de la richesse et de la diversité de la vie dans l'herbier. Là, on est vraiment, on a été collé au fond de la mer, sous les feuilles, et c'est une photo en macro de tout ce qui se passe à la racine des faisceaux de feuilles de Posidonie, avec plein d'espèces qui sont donc installées dessus, des espèces animales et végétales, des espèces comme l'oursin qui vont qui vont consommer les feuilles, pardon, ou comme le cingnat qui vont, voilà, ce poisson assez étrange, cousin de l'hippocampe, qui est qui se camoufle, qui est mimétique en fait, qui ressemble à une feuille de Posidonie allongée comme ça, et donc dans l'herbier très difficile à voir. Mais il y a des centaines et des centaines d'espèces qui dépendent réellement de cet écosystème. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un habitat et pas seulement d'une espèce. La Posidonie, elle est protégée au niveau européen, au titre de Natura 2000, elle est protégée en droit français aussi, mais ce qu'on protège, c'est l'espèce, mais c'est surtout tout l'écosystème qu'elle constitue. Comment s'appelle ce poisson? C'est le cingnat. Cingnat. Oui, cousin de l'hippocampe. Alors voilà un petit schéma encore pour résumer les rôles. En mer, cette Posidonie, elle va libérer beaucoup d'oxygène. À surface égale, c'est plus que ce que produit la forêt amazonienne, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ce qui signifie aussi qu'elle stocke énormément de carbone, d'autant plus que, vous avez sûrement déjà vu ça, la Posidonie, elle croît sur ses parties mortes, sur les rhizomes et les racines anciennes, qui parfois vont faire d'immenses talus. Si vous nagez un peu dans l'eau avec masque et tuba, vous voyez ce qu'on appelle des tombants de mat, donc des tombants comme une petite falaise, mais c'est l'ancienne Posidonie qui est morte. Et tout ça, c'est du carbone qui est stocké. Et aujourd'hui, par rapport à toutes les problématiques de réchauffement climatique que l'on connaît, c'est vraiment des puits de carbone très très importants. Donc c'est aussi pour ça que la mat, ça, au fur et à mesure, on apprend aussi sur tout ça et on connecte ça aux enjeux du moment. La mat de Posidonie, même si la partie supérieure est morte,
il faut essayer de la préserver, parce que si on remet en circulation tout le carbone qui est piégé là-dedans, voilà, c'est encore ça ne fait qu'aggraver le problème. Donc bien sûr, un abri de la nourriture pour des milliers d'espèces, et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, donc à la fois les posidonies vont parfois agir comme un peu des récifs qui vont casser la houle avant qu'elle arrive à la côte, et surtout les dépôts de banquettes sur les plages vont protéger la plage contre l'érosion et encore une fois apporter de la matière organique. Bon, je pense que j'ai bien enfoncé le clou là, je l'ai dit au moins 4 fois, donc voilà pour l'importance de maintenir la posidonie sur les plages, même si certains ont envie d'avoir des plages immaculées, sable blanc, Méditerranée. La nature veut autre chose. Alors j'ai fait une petite slide rien que pour vous, puisqu'on est sur la journée Histoire et patrimoine des morts. Alors c'est vraiment très, très limité, mais j'ai essayé d'aller rechercher quelques usages anciens de la posidonie. D'ailleurs Bernard, je crois que tu avais signé en 2004 un article sur le sujet dans la revue du Freinet, donc sur les usages agricoles, mais j'en ai trouvé d'autres, pour vous dire aussi, pour essayer de donner un autre regard sur ce qui a été longtemps considéré comme une très grande richesse, finalement, ce que la mer déposait sur les plages, c'était collecté là pour des usages agricoles, mais pas seulement. Les premiers usages que j'ai retrouvés, moi je ne suis pas historien et j'ai pas fait un gros travail de recherche, mais en tout cas on trouve facilement mention de paillasse de posidonie dans la grotte du Lazaret à Nice. Donc là on est sur, même pas notre espèce, on est sur Homo erectus, il y a presque 200 000 ans, ils utilisaient la posidonie qu'ils ramassaient sur le rivage pour se faire des paillasses, pour mieux dormir, ça devait être assez confortable et surtout antiparasitaire. Usage agricole, donc là on trouve plein de témoignages, donc à la fois pour amender les champs, les vignes, pour pailler, pour drainer, décompacter les sols. Le migon, c'est ce que ça veut dire le migon? C'est la litière animale, et le migon, vous connaissez la plage du Migon à Ramatuelle, au sud de Pamplonne, donc on a vraiment le lien entre la posidonie qui a été utilisée pour litière, et même comme alimentation animale, mais là on ne parle pas des feuilles, on parle des fruits, puisque c'est une plante à fleurs qui fait des fruits qu'on appelle les olives de mer, et il y a des témoignages, donc quand il y a des fructifications massives, comme celle qui se prépare pour cette année, puisqu'il y a eu une très grosse floraison l'année dernière, donc floraison automne, fructification printemps, et c'est pas chaque année, ça dépend des conditions climatiques, donc on devrait trouver des fruits de posidonie sur les plages cette année. C'est aussi des crottes de moutons, le migon. Oui. C'est vendu oui. jardinerie comme fertilisant. Tout à fait, oui. Et donc d'où le lien avec la litière, c'est vrai que je suis allé un peu vite dans le parallèle, mais c'est le lien avec la litière animale. Ouais. L'artisanat, à Venise, les célèbres verreries de Venise étaient emballées, protégées par de la posidonie, on appelle ça la paille de Venise. On a trouvé aussi des mentions de chaussures en feutre avec une partie de la posidonie. Et ou encore dans la construction pour isoler les fondations ou les toitures, comme isolant thermique en toiture. Et fondation pour isoler des remontées, j'imagine, capillaires. J'ai encore combien de temps, Bernard? On a une idée ou pas? Parce que 15 minutes? Allez, on va jusqu'à la demi, 15 ouais. minutes. 10-15, ça peut aller, hein? 15 minutes. Ok. On a commencé un peu en retard. Hein. Allez. Alors ça c'est vraiment pour le mode jeu, d'accord? On va voir si vous reconnaissez. Dans la laisse de mer, ça c'est quelque chose qui est très chouette à faire avec des enfants, mais aussi à tout âge, c'est d'aller se balader sur les plages après les tempêtes et d'aller rechercher toutes les curiosités que vous trouvez sur les laisses de mer, dans les laisses de mer. Même si on n'est pas en Atlantique, on a quand même plein de choses dans la laisse de mer. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Des pelotes de réjection d'oiseaux marins, proposition 1, des restes d'éponges de mer, proposition 2, ou des boules formées à partir des fibres de la posidonie. Allez, c'est parti. Alors celles-là, elles sont pas très grandes, mais ça peut effectivement avoir jusqu'à la taille d'une boule de pétanque. Et c'est bien ce qu'on appelle les pelotes de mer, formées à partir des fibres de la posidonie. Comment ça se forme, vous le savez peut-être. Les rhizomes ont des espèces de poils, enfin c'est fibreux, et tout ça, quand ça va être arraché par la mer et roulé sur les plages, ça va se décomposer, ça va s'arracher petit à petit, et c'est vraiment l'action des vagues qui va faire rouler ces fibres, les faire rouler sur le rivage, et finir par former des pelotes comme ça, avec du sable et des fibres. Mais c'est un objet mystérieux pour beaucoup de gens, donc ça vient bien de la posidonie, transformé par les vagues qui roulent sur la plage.
Ça peut donner ça, par exemple. Et ces petits disques bleus. Les œufs d'une espèce marine, proposition 1. Des déchets en plastique, proposition 2. Des animaux planctoniques échoués, proposition 3. Je vais passer assez vite. Alors ça ne pique pas, mais effectivement, quand c'est échoué en masse et que ça dure un peu longtemps, ça sent assez fort sur le rivage. C'est bien la vélèle. Donc, alors regardez, sur des plages qu'on laisse naturelles, ce que ça peut donner. Ça c'est en Corse, un échouage massif de vélèle, la plage est bleue et un peu odorante. On va dire que c'est assez subjectif. Moi je trouve pas que ça sente mauvais, mais je pense que c'est un peu une déformation professionnelle, je pense, je l'avoue. Qu'est-ce que c'est? Un embryon de raie. Alors pardon, cette capsule retrouvée sur une plage abritée. Un embryon de raie, proposition 1. La ponte d'une sèche, proposition 2. Un Bernard l'ermite, proposition 3. Alors ça c'est rare hein, sur les plages méditerranéennes. On en voit, mais c'est rare. Vous en trouverez plus facilement sur l'Atlantique. Il s'agit d'une capsule d'œufs de raie. La raie, elle en pond pas beaucoup des œufs, mais elle les protège bien dans des capsules comme les requins. Les requins ont aussi des capsules qui vont entortiller. Quand ça fait des petites cornes comme ça, c'est une raie. Comme celle-là, par exemple. De quelques centimètres de diamètre, cette boule vient d'une éponge de mer, proposition 1, d'une ponte de mollusque, proposition 2, d'un bloc de polystyrène, proposition 3. Ça pourrait être de la pollution, mais ce n'en est pas. Il s'agit d'une ponte de mollusque. Le bucin. Voilà, vous les voyez, il y en a un qui pond et l'autre qui vient féconder. Et enfin, alors ça c'était justement en 2010. Je vais donner la réponse tout à l'heure. La mer dépose sur les plages du littoral des Morts. Petit 1, un chargement d'olives vertes perdu par un cargo. Petit 2, une prolifération d'algues planctoniques. Petit 3, des fruits de Posidonie. On va voir si vous suivez bien. Cette année, on devrait pouvoir en trouver puisqu'il y a eu une très très grosse floraison. Donc il s'agit bien des fruits de la Posidonie. Et si on regarde ça de plus près, ça fait, voilà, c'est ce qu'on appelle les olives de mer. Donc là c'était un fragment échoué avec carrément les fruits encore accrochés. Les fruits se détachent quand ils sont mûrs, ils vont flotter. Et quand, au bout d'un certain temps, l'enveloppe va un peu craquer, comme en haut à droite, et vous avez une graine qui est un peu plus, alors elle ne flotte pas, elle est plus dense, elle va couler. Et donc si la graine rencontre un substrat adapté pour qu'elle puisse se développer, ça peut donner un nouveau plant de Posidonie. Alors pour l'alimentation humaine, non. Animale, oui. Bon, d'autres exemples, des éponges de mer, des os de sèche, des coquillages bien sûr, voire de drôles d'objets comme celui qui est en bas à gauche et qui me fait une transition toute trouvée avec la dernière partie que je vais faire passer rapidement. Parce que malheureusement, dans la laisse de mer, évidemment, il n'y a pas que des éléments naturels, il y a aussi de la pollution. À gogo, je fais une aparté, j'étais effaré, je ne sais pas si vous avez observé ça aussi et si c'est habituel, mais entre Cogolin et la Maule, dans les bas-côtés, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, je ne sais pas si c'est les camions qui perdent des déchets, mais je passe rarement de jours à cette saison-là, et là j'ai... La garde freinée aussi, dans les fossés. C'est hallucinant. Vous descendez vers Vidauban, il n'y a que ça. C'est un fléau quoi, ce plastique partout. Alors évidemment, c'est un fléau à terre, et tout ce plastique, où est-ce qu'il va aller? Dans la Maule, il va aller dans la Gisque, et il va aller dans le golfe de Saint-Tropez, et finir comme ça. Alors justement, d'où viennent ces déchets en plastique? Essentiellement, à votre avis, est-ce qu'ils proviennent essentiellement des navires de commerce, proposition 1, des fleuves et cours d'eau, proposition 2, ou est-ce qu'ils ont été jetés en mer par les plaisanciers, proposition 3. Je parle bien de l'origine la plus importante. Hein.
Le essentiellement est important, puisque malheureusement ça pourrait venir de toutes ces sources. Alors essentiellement, le gros volume, ça vient des fleuves et cours d'eau. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur la photo, puisqu'il y a plein de cannes de Provence qui accompagnent ces déchets plastiques. Donc qui dit canne de Provence dit cours d'eau, enfin berge de cours d'eau, grosse pluie, grosse inondation, et une crue qui a emporté les cannes et qui a aussi lessivé les berges et emmené tout ça jusqu'à la mer. Pour autant, les autres sources sont aussi des sources possibles de contamination. Vous avez entendu parler de ça il y a quelques jours? Les larmes de sirène sur l'Atlantique, là, c'est juste incroyable. On appelle ça des larmes de sirène. Ce sont des toutes petites billes de plastique qui font même pas 1 millimètre. Donc imaginez la ramasser, cette pollution-là. Et ça vient des cargos qui croisent au large, puisque comme on consomme tous autant qu'on est des objets en plastique à gogo, c'est la matière première qui va voyager dans des containers pour aller ensuite alimenter des chaînes de production d'objets en plastique. Et ces containers, quand il y en a un qui est perdu en mer, parce que alors je ne sais même plus où on en est sur le nombre de containers transportés par un porte-container, mais c'est plusieurs dizaines de milliers, hein. C'est 30-40 000 containers sur les plus gros. Donc s'il y en a un qui tombe et qui s'ouvre, voilà ce que ça peut donner pendant des semaines et des semaines sur les plages. Et évidemment, c'est pas beau sur la plage, mais ça a d'autres conséquences. Ces déchets en plastique peuvent être avalés par des animaux marins qui les confondent avec leur nourriture, proposition 1. Servir d'abri à des animaux ou de support à des organismes fixés, proposition 2. Et proposition 3, servir de repas aux organismes planctoniques capables de les digérer. J'accélère un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais cette question aurait mérité un peu plus de... Donc il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. C'est la 1 et la 2, malheureusement, on n'a pas encore connaissance d'animaux capables de les digérer, consommer. Donc finalement, ces fragments, ils vont rester longtemps, très très longtemps en mer, et ils peuvent contaminer dans la chaîne alimentaire, tuer déjà des animaux et contaminer après petit à petit dans la chaîne alimentaire les animaux marins. Et aussi, il y a un vrai fléau avec ces emballages plastiques, par exemple, c'est que les organismes fixés qui vont voyager sur ces radeaux de fortune là, vont pouvoir voyager tout autour du monde. En l'absence de plastique, ça pourrait pas être le cas. Le bois, par exemple, il va se dégrader en quelques semaines, alors qu'avec le plastique, ça dure vraiment longtemps et ça permet à des organismes d'envahir d'autres secteurs. Et on a des problèmes d'espèces invasives qui voyagent sur le plastique. Voilà ce que ça peut donner dans l'eau. Combien de temps est-ce que ça va mettre à disparaître complètement cette pollution? 10 ans, 100 ans, ou alors ils disparaissent totalement de la vue, mais leurs fragments restent non assimilables par le vivant. Ce doit être une des dernières questions interactives, j'ai presque fini. On va garder 2 minutes pour regarder les résultats quand même après. Alors... malheureusement, en fait, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. On sait que les actions des vagues, les actions mécaniques de la mer, le soleil qui va rendre le plastique cassant, tout ça, ça va faire des fragments de plus en plus petits. Mais les molécules, si on reste... les fragments de plastique, on ne sait pas combien de temps... a priori, ils ne sont pas assimilables, quoi, voilà, par le... En tout cas, on ne sait pas encore assez à ce sujet-là. Alors, petite question sondage après cette présentation. Pour le nettoyage de... Alors c'est un sondage, hein, comme tout à l'heure, donc vous choisissez la réponse qui vous semble, qui est la plus appropriée pour vous. Pour le nettoyage de votre plage préférée, vous seriez plutôt favorable à quoi? Un simple ramassage manuel des déchets humains, anthropiques, proposition 1. Un nettoyage mécanique limité à juillet-août, proposition 2. Ou un nettoyage mécanique du mois d'avril au mois d'octobre, proposition 3. Je lance le vote. Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir la réponse en direct. On fait un petit sondage dans la salle. Alors, il y a plus de la moitié des personnes présentes qui se contenteraient d'un nettoyage manuel, donc des gens qui passent et qui nettoient à la main
pour enlever les emballages plastiques, etc., mais qui laisse toute la frange naturelle de la laisse de mer. C'est quand même un sacré engagement, hein, mais ça peut s'envisager. Nettoyage mécanique limité à juillet-août, et quelques irréductibles qui veulent des plages immaculées avec les traces du damage des tracteurs entre avril et octobre, comme les pistes de ski. Alors, simplement pour finir, c'est pas une utopie, c'est possible. Ça reste de l'expérimentation, ça reste sur des petites plages, mais par exemple à Cavalère, depuis 2019, on accompagne la commune qui a fait sa transition sur la plage de Bonporto. Donc c'est plus des machines qui descendent, là, ce sont des personnes qui nettoient quotidiennement pour préserver les habitats de plage, comme on a vu tout à l'heure, pour limiter les phénomènes d'érosion, pour maintenir le site naturel. Alors, Tortue Kawan, on ne sait jamais, c'est arrivé. Il y a eu des ponts de tortues pas très loin d'ici ces dernières années. Donc l'idée, c'est de laisser toute la partie végétale et naturelle sur la plage, de ne prélever que les déchets anthropiques. C'est un contrat Natura 2000, j'ai évoqué Natura 2000 tout à l'heure, nous on est animateur d'un site Natura 2000 et donc il y a des crédits européens qui permettent de prendre en charge le surcoût de ces nettoyages manuels et notre accompagnement. Et puis au final on se rend compte, parce qu'on accompagne ça aussi avec des stands sur les plages en amont pour prévenir, pour avoir un échange avec les usagers, pour préparer un petit peu le terrain, et puis après pour voir ce qu'ils en pensent. Et finalement 85% des usagers jugent que la plage est propre, voire très propre, et la moitié ne font pas la différence avec le nettoyage préalable, avec le mode de nettoyage précédent, mécanique. Aussi pour la bonne et simple raison voilà, en été, encore une fois, c'est pas vrai pour toutes les plages, mais la plupart des plages sont naturellement beaucoup moins chargées en laisse de mer en été qu'en hiver. Pour être tout à fait exhaustif et ne pas vous tromper, 2% estiment que la plage est moins propre qu'avant quand même. J'en ai fini. Ici, nous avons le classement de la 4e à la 10e place. Alors, tout le monde ne va pas se retrouver dans ce classement. Pour savoir quel est votre numéro de boîtier, vous appuyez sur la touche C assez longtemps et vous avez un numéro qui s'affiche. Donc, par exemple, le boîtier numéro 70, je ne sais pas qui est le boîtier 70, arrive au pied du podium, 4e position. 70, c'est qui? Par curiosité. Ah, bravo. Alors, vous êtes à la place de la médaille en chocolat. Hein. Si vous n'êtes pas dans le classement, soit vous êtes sur le podium, soit vous êtes au-delà de la 10e place. Si vous voulez, on pourra afficher tout à l'heure l'ensemble des résultats si vous le souhaitez, si on a le temps. On finit par le podium, donc... Alors, tout s'affiche en même temps, je crois, mais... Voilà. En première position, le boîtier 59. J'ai fait à l'envers. Bravo. On peut vous applaudir. Vous avez gagné. Vous n'avez rien gagné, mais vous avez gagné. Le boîtier 54, deuxième marche du podium, c'est pas mal. Bravo, monsieur. Et le boîtier 86, en 3e place. Bravo. Voilà, je ne sais pas s'il reste du temps pour une ou deux questions. Si c'est le cas, je m'y prête volontiers. Oui, les Posidonies se retrouvent dans toutes les mers du monde, ou bien exclusivement en Méditerranée? Cette espèce exclusivement en Méditerranée. Il y a d'autres Posidonies, mais elles sont dans les mers australiennes. Donc c'est vraiment une spécificité. La Posidonie, dans les mers autour de nous, c'est vraiment qu'en Méditerranée qu'on peut en trouver. Il y a d'autres plantes marines, comme la zostère, par exemple, qu'on va trouver en Atlantique, mais elles ne forment pas d'herbiers de ce type. Le fameux carbone là, des Posidonies, pour les Posidonies mortes, le carbone, sous quelle forme il est quoi? En fait, simplement, c'est comme quand vous brûlez une bûche dans la cheminée. Quand vous allez brûler la bûche dans la cheminée, le carbone va repartir dans l'atmosphère. Pourtant, c'est du bois mort. La Posidonie, donc la matte morte, c'est une accumulation qui peut faire 4, 5, 6 mètres d'épaisseur sous la mer, hein, d'accord, sous la partie vivante, qui est constituée de rhizomes, de racines. Donc c'est comme si c'était des... Voilà, tout le carbone qui est là-dedans, il est là-dedans, il n'est pas dans l'atmosphère. Et si on ne va pas brûler de la Posidonie dans la cheminée, mais si on met des coups d'encre dans la matte morte, et qu'on arrache et qu'on remet en circulation tout ça, ça va se dégrader, ça va être décomposé, ça va repartir dans les chaînes alimentaires et le carbone sera libéré. Voilà l'idée. Et les feuilles sèches aussi.
Alors les feuilles sèches, dans tous les cas, elles ont vocation à disparaître assez vite, puisque soit elles vont être sur les plages, parfois évacuées, parfois dégradées par les décomposeurs, comme on l'a vu, soit elles vont partir vers les grands fonds, et ça aussi c'est un rôle très important de la posidonie que je n'ai pas évoqué, c'est que quand on est à 800 mètres de profondeur en mer, il n'y a pas beaucoup de sources de nourriture. La posidonie qui exporte des quantités importantes de feuilles, y compris dans les grandes profondeurs, ça apporte de la nourriture, de la matière organique dans ces espaces très pauvres aussi. Et ça, on ne le voit pas. Merci beaucoup.